Allez, de retour parmi vous pour la dernière partie de notre émission. Il nous a rejoint par téléphone Dr Nesrine Chokri, journaliste au Progrès égyptien. Bonjour. Bonjour, alors je crois que c'est devenu annuel puisque chaque année, le 30 juin, ça tombe vous et moi. Exactement, et vous l'avez pris. Plaisir. Vraiment, j'allais vous le dire parce qu'effectivement, nous avons aujourd'hui les réseaux sociaux qui nous rappellent donc ces souvenirs et nous avons effectivement des souvenirs en commun en ce jour et j'espère que ça restera un rendez-vous annuel. Oui, espérons-le bien. Alors, tout d'abord, bon 30 juin à vous. Je vous le dis à vous parce que vous êtes de profession journaliste. Donc cette révolution, vous l'avez vécue autrement que celle du peuple, puisque vous l'avez vécue de deux manières. Vous l'avez vécue en tant que citoyenne égyptienne, mais aussi vous l'avez vécue en tant que femme égyptienne. Vous l'avez vécu en tant que journaliste et on le sait, Dieu sait que être femme et être journaliste durant cette période, ça a été difficile et justement, je voudrais que vous reveniez justement à cette date. Vous, en tant que journaliste d'abord, comment vous avez vécu ce 30 juin 2013 ? Alors, déjà, il faut reconnaître que être femme et journaliste à cette époque-là, même surtout avant le 30 juin 2013, c'était une période très difficile. C'était presque un challenge. Il fallait tous les jours se battre pour continuer à être femme et libre et journaliste. Il faut s'en rappeler très bien parce que moi, je l'ai vécu, j'ai des souvenirs que je pourrais détailler pendant des programmes entiers. Et je peux dire qu'il y avait une certaine amertume que je ressentais parce que il y avait cette tendance à l'époque, avant le 2013, avant le 30 juin 2013, de renier mon droit, non pas seulement à être journaliste, mais mon droit à la vie en tant que femme. C'est très difficile de vivre à cette époque. Bien sûr, en tant que journaliste, on ne voit pas les choses comme une citoyenne ordinaire, on les voit avec un œil plus alerte, plus vigilant, on a plus peur. Et donc, avant même le 30 juin 2013, j'avais commencé à écrire soit sur ma page Facebook, soit même dans d'autres journaux à l'étranger, sur la situation en Égypte et pour vraiment expliquer le point de vue des Égyptiens. Pourquoi les Égyptiens refusent ce régime-là, qui est un régime qui est contraire à leur identité égyptienne authentique. C'est véritablement une chose que je voulais expliquer à tout le monde parce que beaucoup de personnes ne comprenaient pas la situation et surtout la situation des femmes, d'autant plus que beaucoup de journalistes avaient perdu la vie avant le 30 juin, du mois de novembre 2012 jusqu'au 30 juin. Il y a des journalistes qui ont perdu la vie en défendant leur cause ou peut-être tout simplement en faisant leur travail de journaliste, c'est-à-dire juste filmer ce qui se passe. Et donc c'était une situation très difficile, très pesante pour moi. Et le 30 juin, c'est vrai que je n'étais pas en Égypte, j'étais en France pour une raison de stage. Mais durant ce moment-là, ce qui m'a choqué, c'est que les images qui étaient transmises à partir de l'Égypte étaient mal interprétées, mal analysées et mal comprises. C'est-à-dire que, par exemple, la place Tahrir et la place Ettehadé, qui étaient les pro-révolutionnaires, c'était des personnes pro-30 juin et qui voulaient vraiment se débarrasser du régime frériste, étaient souvent montrés comme étant les partisans du régime frériste. Ça me faisait mal au cœur et donc j'ai participé là-bas à une sorte de marche pour expliquer la situation et la position des Égyptiens, du peuple égyptien et surtout des femmes intellectuelles égyptiennes qui avaient peur pour leur vie. Imaginez-vous, quand j'ai vu des images il y a quelques mois venant de l'Afghanistan, moi j'ai eu tout le corps qui tremble parce que je me suis rappelé du 30 juin et je me suis dit si le 30 juin n'avait pas réussi, on serait graduellement arrivé à cette situation-là, cette situation où l'obscurantisme règne, où les droits de la femme sont totalement éliminés. Et si aujourd'hui on discute nos droits, c'est que déjà on a un régime et un système qui reconnaît que nous avons des droits et qui se bat avec nous pour ancrer ces droits et pour les confirmer. Alors que la situation, si elle avait continué telle qu'elle est, le 30 juin sans une révolution, eh bien, on n'aurait même pas eu le droit d'utiliser le terme droit pour parler de nous en tant que femmes. Donc c'était vraiment une situation très particulière que je n'oublierai jamais.
une situation qui nous rappelle à chaque moment que protéger nos droits en tant que femmes, en tant que citoyennes, en tant que personnes qui travaillent dans le domaine médiatique n'est pas facile, et que pour garder cet espoir intellectuel face à l'obscurantisme, parfois ce que nous risquons, c'est pas seulement des sanctions, mais c'est plutôt la vie aussi parfois. Oui. Alors c'est vrai, et ce n'est pas une question de religion, parce que si je peux me permettre, vous êtes une femme voilée, donc vous n'avez pas été épargnée. Ce n'est pas au final, on prônait la question de la religion, mais en fait, on était surtout en train de marchander avec la religion. Alors là, je me rappelle que parmi les membres de la confrérie, une personne m'avait fait une remarque qui m'avait dit que quand vous êtes une femme voilée et que vous avez l'air, et ça c'est mon look, je parle de mon look, je suis une femme voilée et dès que on me voit, on a l'impression que je suis une femme égyptienne, ordinaire, typique. Je n'ai rien de différent par rapport à une femme typique. Une femme en voile, souvent non maquillée, qui porte des vêtements très ordinaires, pas trop amples mais pas aussi trop serrés, donc je parle de moi comme je suis, et ça allait gêner parce que je critiquais ce régime, mais j'étais une femme ordinaire. Donc si on est une femme sur lesquelles on peut parler de son look ou de son apparence ou de sa façon d'agir ou de sa religion, ça réconfortait le régime frériste. Mais qu'une femme qui ait l'air d'une femme égyptienne ordinaire, qui est typiquement une femme égyptienne et qui les critique, ça faisait mal parce que ça posait une question. Est-ce que c'est vraiment une question de religion ou est-ce que c'est une question qui va plus loin? C'est une question de obscurantisme. Et c'était vraiment là le vrai dilemme. C'était pas une question de religion. Toutes les personnes qui me connaissent, ils connaissent que je suis une femme très ordinaire. Et donc, c'était pas seulement la religion. D'ailleurs, je m'excuse, mais la religion a été exploitée, malmenée. Je m'excuse. La religion qui est un élément très sacré, elle a été exploitée et malmenée pour réaliser des complots et des dessins et des objectifs politiques qui concernent un parti et un groupe qui voulait se sentir, je dirais, supérieur au reste du peuple, et se sentir supérieur au reste du peuple au nom de la religion, c'est la chose la plus dangereuse, parce que ça veut dire que les autres, ils ne sont pas un groupe dans cette religion-là, et par conséquent, ça ouvre la porte à commettre des crimes contre toute cette personne. Et ça, c'était étranger à la société égyptienne, parce que la société égyptienne, c'est une société cosmopolite, surtout dans les villes comme le Caire, Alexandrie. On a toujours vécu avec des personnes de différentes religions et même confessions, et on a cohabité assez pacifiquement. Et je crois que le 30 juin, ce qui caractérise véritablement cette révolution, c'est que elle a rappelé aux Égyptiens eux-mêmes ce qui est très authentique dans leur culture, et que c'est un peuple qui est plus ou moins pacifique, même si par moments on passe par des moments de tension, de difficultés à cause des sources de crise ou de stress en général. Mais le 30 juin a rappelé aux Égyptiens et au monde entier que ce peuple-là, c'est un peuple qui cohabite avec les différences et qui est capable de le faire et qui insiste à le faire, parce que toutes ces personnes qui ont défilé dans les rues, elles n'ont pas défilé dans les rues comme ça, elles ont défilé dans les rues pour défendre l'authenticité de leur culture et de leur identité. Certes. Docteur Céline, si on parle de point de vue un tout petit peu analyste, comment voyez-vous les demandes qui ont été requises au cours de 2013, au cours de cette révolution, et à présent, comment voyez-vous la scène en Égypte? Alors, les demandes de 2013, de 30 juin 2013, rappelons-nous, ce n'était pas seulement des demandes qui sont liées au niveau de vie ou à la qualité de vie. Ce n'était pas l'objectif principal. Certes, il y avait des demandes qui concernent ces éléments-là, mais ce n'était pas l'objectif principal des Égyptiens. Les demandes que les Égyptiens ont demandées le 30 juin, c'était de préserver l'identité de l'Égypte et de lutter contre l'obscurantisme et le terrorisme. Alors, jusqu'à présent, beaucoup d'efforts ont été déployés dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on parle d'une longue guerre contre le terrorisme qui a permis le développement aujourd'hui du Sinaï,
Aujourd'hui, le Sinaï qui pendant 2012-2013, durant cette année-là, est devenu, je dirais, un fief pour tous les terroristes qui voulaient venir s'installer. Aujourd'hui, c'est devenu une terre totalement différente où des projets colossaux, des méga-projets sont établis. C'est aussi, en même temps, il y a une lutte idéologique menée par des institutions de culture ou des institutions religieuses comme l'Azhar pour véritablement garantir que l'idéologie terroriste ou l'idéologie obscurantiste ou même l'idéologie fanatique soit éliminée. Certes, tout cela, bien sûr, prend des années. Ce ne sont pas des choses qui peuvent se réaliser en quelques jours. On parle de 9 ans, mais encore des pas doivent, et des démarches doivent être encore prises dans ce sens-là. Sur le plan, je dirais, économique et sur le plan de la reconstruction de l'Égypte, beaucoup de projets ont été réalisés. Aujourd'hui, on a une nouvelle capitale administrative qui a vu le jour. On a très peu de temps. Aussi, je dirais que le réseau des transports a pris peau neuve. Donc, il y a des projets très importants qui sont mis en place. Vie décente aussi, qui visent à améliorer la qualité de vie, surtout dans les régions les moins favorisées. Tout cela se passe, on ne peut pas le nier, mais je vous rappelle que le 30 juin n'avait pas pour objectif tout cela, même si tout cela s'est réalisé, l'objectif était surtout idéologique. C'est vrai. Docteur Nesrine, merci à vous d'avoir été des nôtres. Et avant de nous quitter, je tiens à vous dire que vous n'êtes pas ordinaire. Au contraire, vous êtes une vraie intellectuelle et à fort caractère. Et c'est justement ça qui dérangeait. Et c'est pour ça qu'on vous attaquait. Et c'est pour ça qu'on vous aime aussi dans la famille de Nile TV International. Merci à vous donc d'avoir été des nôtres ce matin dans Bonjour Égypte. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin cette édition de Bonjour Égypte. On vous souhaite d'agréables moments en notre compagnie. Notre couverture concernant le 30 juin se poursuit jusqu'à 13 h en langue française, puis à 18 h encore une fois. Merci à vous, merci à toi. C'est la transmission en langue anglaise. Exactement, nos collègues les anglophones. Merci à toi, Samer. Merci Nora, merci chers téléspectateurs et bonne suite au programme.